Regardez à la 24 News, il est 19 h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. Le bilan du génocide sioniste sur Gaza continue de s'alourdir malgré l'entrée en vigueur de l'accord de trêve. Il atteint ce jeudi les 47 460 martyrs alors que l'UNRWA continue d'être la cible de l'entité sioniste. Les employés quittent leur bureau sous la pression des lois de l'occupant. Volet coopération, Alger et Nouakchott signent un mémorandum d'entente dans les domaines de l'énergie. L'Algérie réaffirme son engagement avec le pays voisin. Et dans le dossier sahraoui, le Maroc reprend ses pratiques usurpatrices concernant l'étiquetage des produits sahraouis et empêche une délégation parlementaire basque d'accéder au territoire sahraoui occupé. On en parle ce soir avec notre invité du 19 h. Et puis nous irons en République démocratique du Congo où les marges de paix se rétrécissent. Le M23 menace de prendre Kinshasa alors que le président Tshisekedi affirme que sa réponse sera rigoureuse. Et enfin, ce drame aux États-Unis, le crash d'avion près de Washington fait au moins 18 victimes selon un premier bilan. Bonsoir à toutes et à tous. Et malgré l'accord de trêve entré en vigueur il y a plus d'une semaine, le bilan des victimes du génocide sioniste à Gaza continue tout de même de s'alourdir. Il a atteint ce jeudi 47 460 martyrs et 111 580 blessés. À noter que les corps de 43 martyrs sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Et la crise humanitaire qui frappe Gaza se fait d'autant plus ressentir après l'entrée en vigueur de cette trêve. L'un des problèmes principaux qui se pose est celui de l'approvisionnement en médicaments. Selon les autorités palestiniennes, 60% des approvisionnements en médicaments connaissent des tensions, tandis que 80% des fournitures médicales ne sont pas disponibles, alors que ce qu'il reste des hôpitaux de l'enclave dénoncent aujourd'hui de graves pénuries de médicaments. Ce qui s'est passé à Gaza est un véritable génocide qui a laissé une dévastation sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce sont là les déclarations du rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit au logement, ajoutant que la vie a été rendue impossible pour les Palestiniens qui se retrouvent aujourd'hui dans un territoire inhabitable. Et vous le savez, les principales victimes de ce génocide sont les enfants. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a indiqué ce jeudi que la bande de Gaza comptait 19 000 enfants palestiniens non accompagnés, soulignant l'importance de répondre à leurs besoins fondamentaux tels que la nourriture, l'eau, les médicaments et en particulier un abri. Et de son côté, le bureau des médias de Gaza avertit ce jeudi que l'obstruction incessante par l'entité sioniste de l'entrée de l'aide essentielle aggrave la profonde crise humanitaire dans l'enclave et met également en danger la vie de milliers de civils. Le bureau a par ailleurs appelé toutes les parties et tous les médiateurs à exercer une pression sur l'occupation pour respecter ses engagements et accélérer la mise en œuvre du protocole humanitaire garantissant l'entrée de l'aide sans restriction. Je vous le disais tout à l'heure en titre, les employés de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens vidaient ce jeudi les bureaux dans la ville sainte d'Al-Quds occupée, peu avant l'entrée en vigueur d'une loi sioniste interdisant ces activités. Une décision infondée et qui plus est en violation flagrante des principes fondamentaux du droit international. Asma Laïd.
Les employés de l'UNRWA ont quitté ce jeudi leur bureau El-Quds occupé en vertu d'une loi sioniste. Le premier texte interdit les activités de l'UNRWA en Palestine occupée et le second interdit aux responsables sionistes de travailler avec l'agence humanitaire et ses employés. Nous n'avons reçu aucune communication officielle sur la manière dont ce projet de loi du Parlement sera mis en œuvre. Aujourd'hui, on ne sait pas comment la distribution d'aide humanitaire à Gaza va être affectée, ni si nos écoles et centres de santé vont devoir fermer du jour au lendemain, Al-Quds occupé. Le but de l'entité sioniste est très clair, la déportation de la population de Gaza et l'empêchement définitif du retour des Palestiniens à leurs terres. C'est choquant, c'est une attaque directe contre le droit au retour des réfugiés palestiniens. Interdite par la loi sioniste, à partir de ce jeudi 30 janvier, l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens doit cesser ses activités. Une décision qui crée autant d'incertitudes que d'inquiétudes chez les millions de Palestiniens qui en dépendent, surtout en ces temps de retour. Et après 15 mois de génocide, Gaza est devenue une ville inhabitable entre décombres, poussière et déchets. Les Nations Unies ont donc proposé mercredi un plan d'urgence pour la gestion des déchets issus des restes de l'agression sioniste, soulignant que l'ampleur des destructions constitue un risque majeur pour la santé des Palestiniens et pour l'environnement. Les agressions sionistes s'intensifient en Cisjordanie occupée. Au moins 10 Palestiniens âgés de 18 à 36 ans sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés mercredi soir dans un nouveau bombardement sioniste sur le village de Tamoun, au sud-est du gouvernorat de Tobas. Pour rappel, ce bombardement intervient au 9e jour de l'agression sioniste lancée par les forces d'occupation contre la ville de Jenin et qui a fait au moins 17 martyrs. L'Union européenne a de son côté exprimé son inquiétude concernant l'escalade des violations de l'entité sioniste en Cisjordanie occupée, en particulier la poursuite des incursions dans les villes de Jenin et de Tulkaram. Dans un communiqué publié mercredi, l'UE a indiqué que l'augmentation du nombre de points de contrôle militaire et de fermeture en Cisjordanie entrave considérablement la vie quotidienne des Palestiniens et limite leur accès aux services essentiels. Des mesures qui sapent la stabilité et doivent être supprimées selon ce même communiqué. Crise en Syrie, le Conseil de sécurité des Nations Unies tient ce jeudi une réunion de consultation à huis clos sur la situation dans le pays, convoquée par l'Algérie, qui préside cette réunion lors de laquelle l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le pays, Geir Pedersen, fera un exposé depuis Damas. Au menu des discussions, la nécessité d'une transition politique inclusive, dirigée et contrôlée par les Syriens, et la mise en place d'une structure de gouvernance représentative, tout en préservant la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance du pays. Reste avec nous, l'actualité en Afrique, c'est tout de suite. Renforcement de la coopération énergétique entre Alger et Nouakchott. Le ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, a réaffirmé ce jeudi l'engagement de l'Algérie à renforcer ses relations avec la Mauritanie dans le secteur de l'énergie au service de la complémentarité économique entre les deux pays. Et ce, après avoir reçu le directeur général de la Société mauritanienne des hydrocarbures, Ismail Abdel Fattah. Dans ce contexte, le ministre a indiqué que le groupe Sonatrach était disposé à partager son expertise et à soutenir la Société mauritanienne des hydrocarbures par la formation et le transfert des connaissances techniques en vue de contribuer au développement de l'industrie pétrolière et gazière mauritanienne. سعدنا اليوم ونحن
Nous sommes honorés d'avoir conclu ce mémorandum d'entente avec la Société mauritanienne des hydrocarbures, qui a donné le feu vert à Sonatrach pour un retour en Mauritanie. Ce mémorandum encadre les travaux que nous allons réaliser ensemble. Il y a des découvertes en Mauritanie à développer. Nous travaillons ensemble pour trouver la meilleure formule afin que Sonatrach contribue au développement de ces découvertes. Nous veillons à créer une entreprise commune pour la distribution et la commercialisation des hydrocarbures en Mauritanie. La Sonatrach contribuera également à travers ses institutions basées en Algérie, telles que l'IAP de Boumardès et l'Académie de management à Oran, pour former les prochains cadres et ingénieurs de la Société mauritanienne des hydrocarbures. Un mémorandum d'entente a été signé entre la Sonatrach et la Société mauritanienne des hydrocarbures. Cet accord permettra d'acquérir les connaissances et l'expertise de la Sonatrach dans tous les domaines, notamment l'exploitation, l'exploration et la formation, et d'autres domaines qui manquent à la Mauritanie. Et nous sommes satisfaits de cet accord paraphé, tout en espérant entamer le travail dans les plus brefs délais. L'Algérie et la Russie poursuivent le renforcement de leur coopération bilatérale à travers la tenue ce matin de la 12e session de la Commission intergouvernementale mixte de coopération économique, commerciale, scientifique et technique. La tenue régulière de cette rencontre témoigne de la volonté des dirigeants algériens et russes de hisser le niveau des relations bilatérales à un partenariat stratégique. Les détails, Mohamed Wali Ben Chaban. L'ouverture des travaux de la 12e session de la Commission intergouvernementale Algérie-Russie marque une étape importante dans le renforcement des relations entre Alger et Moscou. Cette rencontre offre une occasion précieuse de consolider la coopération bilatérale et d'approfondir les échanges économiques et techniques dans divers secteurs stratégiques. Ce rendez-vous témoigne également de la volonté commune d'intensifier le partenariat algéro-russe et de lui donner un nouvel élan en favorisant des initiatives conjointes et en explorant de nouvelles opportunités de collaboration. La tenue périodique des travaux de la 12e session de la Commission intergouvernementale mixte algéro-russe de la coopération économique, commerciale, scientifique et technique à Alger constitue une preuve de la volonté des dirigeants des deux pays de promouvoir le niveau des relations bilatérales dans divers domaines. Cela contribuera à renforcer la coopération algéro-russe et à développer un partenariat stratégique aux multiples facettes. Les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Russie ont connu une progression notable au cours des 10 derniers mois de 2024, illustrant la dynamique positive des relations économiques entre les deux nations. Je tiens à souligner que le dialogue qui s'est déroulé dans le cadre de cette rencontre a prouvé son efficacité, devenant ainsi un mécanisme clé pour la coopération dans divers domaines. L'Algérie est l'un des principaux partenaires commerciaux de la Russie en Afrique. Au cours des 10 derniers mois de l'année précédente, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint 1,7 milliard de dollars dans le secteur agricole. Les exportations de produits agricoles russes vers l'Algérie ont dépassé les 850 millions de dollars, comprenant notamment les céréales, les grains, la poudre de lait ainsi que d'autres produits. L'un des principaux objectifs de cette rencontre est d'insuffler une nouvelle dynamique aux relations économiques entre l'Algérie et la Russie. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont connu une croissance significative, témoignant d'un partenariat en constante évolution. Dans ce contexte, le ministre d'État, ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arqab, a reçu mercredi à Alger le vice-ministre de l'énergie de la Fédération de Russie, Roman Marshavin, et la délégation l'accompagnant. Au centre des discussions, les relations de coopération entre les entreprises algériennes et russes dans les domaines de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables, ainsi que des perspectives de leur renforcement et de leur développement. La coopération algéro-italienne mise également à l'honneur cette semaine. Le renforcement de la dynamique de coopération décentralisée entre les collectivités locales d'Algérie et d'Italie a été l'un des principaux points évoqués par le ministre algérien de l'Intérieur, Brahim Marad, et son homologue italien, Matteo Piantedosi. Le ministre a par ailleurs été accueilli dans la ville côtière de Setara par le gouverneur de Salerne, le maire de la ville ainsi que des autorités locales lors d'une cérémonie solennelle. Il a également été convenu de redynamiser l'action commune à travers un accord de coopération décentralisé entre les villes de Razaouet et de Setara, portant notamment sur le renforcement des activités économiques conjointes.
Diplomatie, le gouvernement norvégien a donné son agrément à la nomination de Feriel Rima Yousfi en qualité d'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume de Norvège. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. C'est le dossier de cette édition du 19h. Les autorités marocaines ont empêché des parlementaires basques de se rendre dans les territoires du Sahara occidental auxquels ils souhaitaient accéder pour s'informer sur la situation des droits de l'homme dans les zones occupées. Selon des médias espagnols, les parlementaires, parmi lesquels des membres de la Commission pour l'égalité et la coopération au développement du Parlement basque, ont pris l'avion mardi avec l'intention de visiter le Sahara occidental, mais n'ont pas pu descendre de l'avion à l'Aïn occupé. Les membres de la délégation dénoncent l'attitude honteuse et inacceptable du Maroc, affirmant avoir été renvoyés sans aucune explication. On parle justement de ce sujet avec notre invité du 19h après ce jingle. Avec nous ce soir, Mohamed Ould Cherif, directeur du Centre d'études et de documentation franco-sahraoui. Bonsoir, ravi de vous avoir parmi nous. Oui, bonsoir madame. Alors Mohamed Ould Cherif, ce n'est pas la première fois que le régime colonialiste du Merzen empêche une délégation internationale de pénétrer dans les territoires sahraouis occupés. Cette fois, ce sont des parlementaires basques qui se font refouler. De quoi cette attitude est-elle le nom selon vous? Que cache le Maroc? Écoutez, le Maroc a depuis toujours interdit en fait l'accès au territoire du Sahara occidental, aussi bien aux ONG qui défendent les droits de l'homme qu'aux hommes politiques dans la lignée du Merzen. Ce qu'il cache, je dirais, comme tout régime répressif et colonialiste, si vous voulez, les oppressions sont monnaie courante vis-à-vis du peuple sahraoui et des populations sahraouies qui sont en minorité depuis l'invasion du Sahara occidental en 1975, fin 1975 et 1976 par le voisin du Nord, à savoir le Royaume du Maroc. Depuis ce temps-là, depuis cette invasion militaire, le Maroc tient la population sahraoui d'une poignée, je dirais, de fer, avec des emprisonnements, avec des tortures dans les prisons, des éloignements de personnes qui sont, quand ils vont en prison, ils les emmènent tout au nord du Maroc, en dehors du Sahara occidental, ce qui est complètement illégal. Et je passe des différentes violences policières qu'ils font et racisme au quotidien vis-à-vis de la population sahraoui. C'est ça en fait, je dirais le voir que voudrait mettre le royaume du Maroc sur le territoire du Sahara occidental qu'il colonise. Mohamed Ould Cherif, on sait que le Pays basque est connu pour être le cœur du mouvement de solidarité espagnol avec le Sahara occidental. D'ailleurs, dernièrement, la ville de Bilbao a vu la célébration du Forum mondial de la jeunesse solidaire avec le peuple sahraoui. Pensez-vous que le traitement infligé à cette délégation basque va entraîner un mouvement d'indignation et de mobilisation en Espagne et même ailleurs peut-être? Je pense qu'effectivement, les peuples espagnols constatent que clairement, leur gouvernement, leur État espagnol a été très injuste par rapport au peuple sahraoui. Du Sahara occidental sans le décoloniser. Et il l'a coupé en morceaux comme une proie entre lui, je dirais, quelque part via l'économie, et entre la Mauritanie et le Maroc en 1976. Donc, quelque part, les peuples espagnols sont conscients de cela. Il est vrai que... Mais est-ce que vous pensez que la coordination des mouvements de solidarité avec le peuple sahraoui va justement s'exprimer sur le sujet et peut-être avoir des actions concrètes pour dénoncer cette énième violation flagrante du droit international? Je
pense qu'elle ne tardera pas à répondre à la chose, d'autant plus que là, on ne parle plus d'ONG ou de simples militants. Là, on parle de députés du Parlement basque. Donc, on est passé à un cran au-dessus, si vous voulez. Auparavant, le Maroc rejetait les ONG et les militants. Et ce qui s'est passé il y a 2-3 jours, en fait, c'est un rejet, c'est une expulsion. J'ai même pas l'expulsion, c'est qu'il ne les a pas laissés atterrir à la Youn. Donc, et ce sont des parlementaires du Pays basque, ce qui n'est pas rien, si vous voulez. Même si le gouvernement de Madrid central n'a pas réagi, tous les peuples, je dirais, espagnols, aussi bien catalans que basques, que les autres peuples d'Espagne réagiront. En tout cas, ceux qui sont solidaires avec le peuple sahraoui. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Mohamed Ould-Cherif, le régime d'occupation marocain a toujours refusé de permettre à la mission onisienne pour le Sahara occidental d'exercer le contrôle du respect des droits humains, probablement parce que l'occupation multiplie les violations des droits fondamentaux du peuple sahraoui, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est en droite ligne, ce que j'allais dire, c'est en droite ligne en fait de ce que fait le Maroc. À plusieurs reprises, des commissions des Nations Unies ont essayé de pouvoir aller visiter les territoires. Et le Maroc leur a interdit, puis des puissances occidentales, et en l'occurrence avec l'appui du gouvernement français et des États-Unis. Et dernièrement, uniquement du gouvernement français, puisque il y a quelques années, les États-Unis avaient voulu présenter une résolution qui justement demande à ce que la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme puisse visiter le Sahara occidental. Et avec le potentiel veto qu'avait présenté la France, cette résolution n'a pas été présentée. Donc clairement que, de façon générale, le Maroc, je dirais clairement, réaffirme de nouveau, si vous voulez, l'oppression, les violences qu'il mène quotidiennes dans le territoire sahraoui. Donc on voit bien, c'est assez explicite, si vous voulez, de la relation qu'il y a entre le Maroc et le Sahara occidental. Le Sahara occidental est un territoire occupé illégalement, militairement et de façon brutale et violente par le Maroc. Et c'est ce qui se passe dans tous les cas comme ça. C'est-à-dire qu'on empêche les observateurs internationaux qui sont neutres, qui peuvent éventuellement dire ce qui se passe sur le territoire. Revenons, si vous le permettez, Mohamed Ould-Cherif, à la décision de la Cour de justice européenne. On rappelle à nos téléspectateurs que la Cour de justice européenne avait rendu il y a quelques mois un verdict concernant le droit économique du peuple sahraoui qui était pendant longtemps spolié et pillé illégalement par l'occupant. Justement, où en est-on, Mohamed Ould-Cherif, concernant le dossier des richesses naturelles? Alors, pour dire une chose, c'est la décision du 4 octobre 2024 de la Cour de justice de l'Union européenne est une décision à marquer d'une pierre blanche, mais elle constitue en fait, si vous voulez, un aboutissement d'une dizaine d'années de lutte du peuple sahraoui au niveau international, au niveau des juridictions internationales. Elle porte sur les accords. Non seulement elle porte sur plusieurs choses. On va commencer par le plus pratique des pratiques, à savoir les accords qu'il y a d'agriculture et de pêche entre l'UE et le Maroc. Donc, il les invalide une fois pour toutes. On ne peut plus revenir. C'était donc une décision définitive, irrévocable. Ça, c'est une première chose. Donc, elle donne une année pour que tout rentre dans l'ordre et autrement dit que ces accords soient annulés et défaits. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, elle insiste sur le fait, le droit international de nouveau. Elle dit que seul le peuple sahraoui peut disposer de ces richesses et décider de l'exploitation de ces richesses et avec qui les exploite. Ça, c'est un deuxième point. Le troisième point, qui n'est pas le moindre, elle réaffirme que le Front Polisario représente le peuple sahraoui et qu'il peut donc porter devant les tribunaux et devant la justice toute demande du peuple sahraoui concernant les ressources naturelles du peuple sahraoui. Donc, c'est une décision qui est en droite ligne du droit international et dont on voit les conséquences avec la décision du Conseil d'État qui a été dernièrement pris par le Conseil d'État. C'est aussi une question d'étiquetage, Mohamed Ould-Cherif. Voilà. Les produits qui proviennent du Sahara occidental doivent impérativement porter l'étiquette du pays dont ils proviennent et non pas porter le nom de l'occupant marocain.
Tout à fait, tout à fait. Effectivement, donc lors de la dernière décision du Conseil d'État français qui répondait à une demande de la Confédération paysanne, qui était beaucoup plus large, qui elle demandait l'interdiction, etc., de l'importation de tomates et de melons qui étaient issus du territoire du Sahara occidental occupé, le Conseil d'État français a dit, je dirais, s'est prononcé dans le spectre dont il est responsable, à savoir justement étiqueter ou ne pas étiqueter les produits qui arrivent sur le territoire français d'origine. Et là, en l'occurrence, ce que dit le Conseil d'État, c'est clair, net et précis. Tous les produits, et en particulier les melons et les tomates, parce que c'est de ça dont il s'agit, il faut absolument qu'ils aient l'étiquette de l'origine, à savoir Sahara occidental, et non pas Maroc, comme cela se faisait jusqu'à aujourd'hui. Pour continuer à parler de cette décision de la Cour de justice européenne, beaucoup de journalistes et d'organisations internationales ont dénoncé l'implantation d'éoliennes et de panneaux solaires par des firmes européennes pour l'exploitation de l'énergie verte du Sahara occidental occupé. Est-ce que ces projets pourraient être bloqués en vertu de la récente décision de la CJUE ? Absolument, absolument. C'est-à-dire que du point de vue du droit international, du droit, juste pour se restreindre à l'Europe, la Cour de justice de l'Union européenne a été claire là-dessus. Elle a dit que le territoire du Sahara occidental, donc les ressources du territoire du Sahara occidental appartiennent au peuple sahraoui. Seul lui peut décider là-dessus. Et elle a dit que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Front Polisario représente le peuple sahraoui et peut décider. Donc, on doit avoir le consentement du peuple sahraoui si on veut faire des activités économiques de façon générale sur le territoire du Sahara occidental. Et donc, avoir le consentement des Sahraouis, c'est avoir le consentement du Front Polisario. Donc, le Front Polisario est en position de porter la chose devant la justice en demandant, réparation et que ces activités cessent s'il n'est pas d'accord avec ces activités sur le territoire du Sahara occidental. Donc, clairement, toutes les activités de type éolienne, de type exploitation des minerais, mais vraiment tout type d'activité, quelle qu'elle soit, même si elle est énoncée en termes directs pour le bien-être de la population locale ou pour l'environnement ou autre, peu importe quel est l'objectif derrière, elle ne peut se faire sans le consentement du peuple sahraoui et donc sans l'autorisation du Front Polisario. Et donc le Polisario est en position de pouvoir porter la chose devant la justice et donc nécessairement de gagner puisque les lois internationales sont là pour ça. D'autant plus, Mohamed Ould Cherif, que tout pays qui s'adonne à ce genre de pratique est passible de sanctions judiciaires. Est-ce que vous pensez que le Maroc est conscient de ces sanctions ? Alors, sur la partie sanctions, je parlerai des sanctions vis-à-vis du non-respect du droit international. Cela se passe dans les organisations internationales, dans le sens où les autres pays peuvent demander à ce qu'ils soient sanctionnés. Et donc, suite à un vote éventuellement du Conseil de sécurité ou autre, ou une décision globale d'un groupe d'États, ils peuvent porter des sanctions vis-à-vis d'un pays qui n'a pas respecté le droit international. Mais en l'occurrence, là, pour pouvoir, les sanctions, si elles sont apportées directement sur les entreprises. Donc, si vous prenez par exemple l'exemple de EDF ou Engie ou la banque publique de développement qui souhaiterait investir au Sahara, la banque publique de développement, d'investissement française qui souhaiterait investir au Sahara occidental, eh bien, le Polisario est en position de porter la chose devant la justice et il gagnera puisque, comme je vous l'ai dit, les lois sont là pour ça. C'est d'ailleurs l'objet, je dirais quelque part, de la réunion qui a eu lieu ou de l'invitation qu'a lancée l'Union, le Parlement européen, au Front Polisario pour pouvoir discuter de cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne. 4 ans, Mohamed Ould Cherif, après la reprise des combats armés au Sahara occidental, où en est le processus politique pour la décolonisation de cette dernière colonie d'Afrique, en particulier lorsque certains pays membres permanents du Conseil de sécurité, je fais la référence à la France, encouragent le fait accompli colonial? Le processus politique, il est réellement dépendant de la décision et de la volonté de décision du Conseil de sécurité de l'ONU d'appliquer les résolutions, ses propres résolutions. Tant qu'il n'y a pas de volonté politique du Conseil de sécurité
alors le processus politique sera toujours bloqué par le Maroc. Parce qu'il faut rappeler à vos téléspectateurs et vos auditeurs que le processus a été entamé en 91 et il a continué. Et puis, à un moment donné, il a été arrêté. Mais arrêté par qui et pourquoi? Il a été arrêté par le Maroc. Et pourquoi? Parce que, tout simplement, à la vue du nombre de votants qui sont issus d'une liste de recensement espagnol, il a vu que la majorité des personnes qui allaient voter étaient sahraouis. Et que donc, il allait perdre le référendum. C'est pour cela que le Maroc a arrêté le processus politique. Et depuis ce jour, avec l'aide de pays comme la France et les États-Unis, eh bien, ils continuent à mettre des écueils devant la résolution politique de ce conflit. Le Maroc, comme vous l'avez dit, qui dispose toujours d'un soutien indéfectible de la part de Paris. Comment est-ce que vous expliquez ce soutien? Pourquoi est-ce que la France veut soutenir le fait accompli colonial marocain? Alors, c'est vrai qu'au sein même de la France, au sein même, je dirais, des intellectuels français, on se pose la question pourquoi une telle fuite en avant face au droit international. Avant, la France soutenait le Maroc sous la table quelque part, puisque c'est elle qui était à l'initiative du plan d'autonomie, un plan borné déjà. Mais c'est vrai que la question se pose parce qu'il n'est d'aucun intérêt, je dirais, sur le long terme, et du point de vue stratégique pour la France, de pouvoir continuer à supporter le Maroc. À part que si vous mettez en équation le nombre d'entreprises qu'il y a au Maroc, d'entreprises françaises, alors là, on commence un petit peu à se dire, est-ce que c'est ce lobby, je dirais, de business qu'il y a au Maroc? Est-ce que ce sont ces intérêts-là qui poussent le gouvernement français à vouloir défendre de façon, je dirais, obscure ou de façon pas raisonnée, à soutenir l'occupation illégale du Sahara occidental? Ça peut être une explication. Mais ce n'est pas une vision, je dirais, dans l'intérêt de la France, et ce n'est pas une vision dans l'intérêt du peuple français que de soutenir, non seulement d'une façon morale, mais d'une façon aussi même à long terme, si vous voulez, économique. Parce que maintenir une instabilité dans la région du Maghreb, en définitive, elle ne rapportera pas, elle n'est pas bénéfique pour la France non plus, vous voyez. Mohamed Ould-Cherif, pensez-vous qu'il existe aujourd'hui des risques d'escalade du conflit armé? Je pense qu'il y a de grands risques effectivement d'escalade armée parce qu'il y a une pression, si vous voulez, du terrain au niveau du peuple sahraoui qui pousse quand on parle, quand on discute avec les jeunes et quand on écoute ce que disent les jeunes sahraouis et même la population sahraoui en général, ils ont vraiment hâte de passer à une seconde étape de combat avec le Maroc pour pouvoir récupérer leurs droits parce qu'apparemment, ils ont attendu plus de 30 ans pour avoir une solution et quelque part la communauté internationale leur a fait défaut et n'a pas respecté sa parole du droit le plus simple qui est en fait le droit de tout un peuple à l'autodétermination via l'exercice d'un référendum. Et donc, il y a réellement un risque d'escalade, d'autant plus que le Maroc tire avec lui des opérations externes à la région, si vous voulez. Je pense à Israël, je pense aux Émirats arabes unis. Je pense qu'il est en train d'essayer de ramener du monde, de ramasser du monde avec lui dans cette optique-là. Et donc, les Sahraouis ne se laissent pas faire et je pense qu'effectivement, il y a un vrai risque d'escalade dans la région, compte tenu des frontières qu'a le Sahara central avec la Mauritanie et compte tenu des voisins et de la situation au Sahel. Mohamed Ould-Cherif, la Commission européenne a tranché la semaine dernière en interdisant les compagnies aériennes européennes d'aller dans les territoires sahraouis, signe que l'espace aérien est finalement sous l'autorité de l'Espagne et non pas du Maroc, n'est-ce pas? Oui, elle confirme en fait l'accord euro-méditerranéen qu'elle a. Donc, la Commission européenne a rappelé ce qu'elle avait déjà dit, à savoir que le territoire du Sahara occidental est un territoire qui est séparé et distinct du Maroc. Il n'est pas couvert par les accords, si vous voulez, car l'Europe
avec le Maroc. Donc, elle le dit clairement, elle le réaffirme, et ça n'est que dans la continuité, si vous voulez, du droit et de ce qu'a dit la Cour de justice de l'Union européenne. Le territoire sahraoui est un territoire séparé et distinct du royaume du Maroc. Et donc, tout ce qui en suit, si vous voulez. C'est donc une petite victoire diplomatique pour le Sahara occidental. Absolument, absolument. C'est vraiment un point tournant, si vous voulez, aussi bien diplomatique que politique, que vous allez le voir dans les prochains mois, économique, puisque le Maroc, qui a un marché de 400 millions de personnes juste à sa porte, qui est l'Europe, va être privé de cette exploitation de plusieurs millions qui tirent illégalement des richesses du Sahara occidental vers l'Europe. Alors, il peut effectivement vendre le phosphate qu'il exploite, peut-être à la Chine ou au Brésil, loin, mais en tout cas, par rapport à l'Europe, tous ces échanges qu'il tire du Sahara occidental, il ne pourra pas, et même de façon générale et globale, parce que le droit européen, il est aussi, je dirais, c'est le droit pour tout le monde, si vous voulez. On peut poursuivre même les gens qui sont au Brésil ou ailleurs, compte tenu des différentes avancées qu'a réussi à obtenir le Polisario pour le peuple sahraoui sur la partie juridique internationale. Très bien. Merci beaucoup, Mohamed Ould Cherif, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre d'études et de documentation franco-sahraoui. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir, madame. Direction le Burkina Faso, 11 terroristes ont été neutralisés et 2 autres ont été capturés mercredi par l'armée burkinabé au cours d'une opération menée dans la région de la boucle du Mouhoun au nord-ouest du pays. Selon l'agence de presse burkinabé, l'opération a été qualifiée de coup parfait, précisant qu'aucune perte en vie humaine avait été enregistrée dans les rangs de l'armée. Santé, le Niger est officiellement le premier pays africain à avoir éliminé l'onchocercose, plus couramment appelée cécité des rivières, maladie parasitaire et deuxième cause de cécité dans le monde. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi l'Organisation mondiale de la santé. La maladie est transmise, pour information, par la piqûre d'une mouche noire infectée que l'on trouve principalement à proximité des cours d'eau. Et face au regain des violences armées en Centrafrique, la mission onusienne intégrée pour la stabilisation dans le pays a promis de renforcer la présence de ces casques bleus dans certaines localités du sud-est en proie à l'insécurité, notant que l'ONU suit de très près la situation. Escalade des tensions en République démocratique du Congo. Le président congolais Félix Tshisekedi est sorti de son silence ce jeudi et s'est adressé à la nation, promettant une riposte vigoureuse de l'armée dans l'est du pays. On écoute. Face à cette situation, permettez-moi de vous rassurer. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. De son côté, l'opposition affirme qu'après Goma, la prochaine étape sera Kinshasa. Nous sommes ici à Goma pour y rester comme Congolais et protéger la population contre les insécurités. Nous allons continuer la marche de libération jusqu'à Kinshasa. Toujours à propos de la RDC, la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, se réunira vendredi dans la capitale zimbabwéenne Harare pour un sommet extraordinaire sur la situation dans l'est du pays. Objectif, discuter de la situation préoccupante après la prise ces derniers jours de Goma, principale ville de la région, par les rebelles du M23.
Dans le reste de l'actualité internationale, conflit en Ukraine. Sur la ligne de front, des militaires ukrainiens s'entraînent à voler avec de nouveaux drones FPV qui utilisent désormais la fibre optique pour se guider et transmettre des informations en temps réel. Я дам завдання на дрон, добре, скажеш мені, чи є. Все окей, нормально ще. Батарейки не показують. Et puis ce drame aux États-Unis, 18 corps ont été repêchés du fleuve Potomac mercredi suite à la collision entre un avion de la compagnie aérienne American Airlines et un hélicoptère militaire Black Hawk près de l'aéroport national Reagan à Washington. Un bilan qui risque de s'alourdir dans les prochaines heures. Malgré tous les efforts, nous sommes passés d'une opération de sauvetage à une opération de récupération. À ce stade, nous ne pensons pas qu'il y ait des survivants à cet incident. Nous avons récupéré 27 personnes dans l'avion et une dans l'hélicoptère. Les 27 ministres européens de l'intérieur de l'Union européenne se sont réunis ce jeudi à Varsovie pour une réunion informelle concernant les questions migratoires, alors que les victoires électorales de l'extrême droite dans plusieurs pays ont conduit à un durcissement de la position de Bruxelles à l'égard des arrivées irrégulières. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a rencontré ce jeudi à Bruxelles les dirigeants de l'industrie automobile, alors que l'Union européenne veut lancer une vaste concertation avec le secteur automobile afin de relancer des constructeurs européens en grande difficulté pour passer le cap de l'électrification des véhicules face à la concurrence chinoise. You've been trying to schedule a visit to the US. Europe's industrial structure has become La structure industrielle de l'Europe est devenue trop statique et trop peu de start-up émergent avec de nouvelles technologies disruptives. Nous devons donc relancer le moteur de l'innovation de l'Europe. La simplification s'inscrit également dans les objectifs du pacte vert européen, car nous devons aller plus vite, plus c'est complexe, plus c'est long. Plus on est pragmatique et simple, plus on est rapide. Bien entendu, les autorisations jouent également un rôle. On reste en Europe. L'économie de la zone euro va rester faible dans l'avenir proche après avoir stagné fin 2024. C'est ce qu'a déclaré la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, lors d'une conférence de presse. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. It is set to remain weak in the near term. Surveys. The economy stagnated in the fourth quarter. L'économie a stagné au quatrième trimestre selon les estimations rapides préliminaires d'Eurostat. Elle devrait rester faible à court terme. Les enquêtes indiquent que l'industrie manufacturière continue de se contracter alors que l'activité des services est en expansion. La confiance des consommateurs est fragile et les ménages n'ont pas encore été suffisamment encouragés par la hausse des revenus réels pour augmenter leurs dépenses de manière significative. Néanmoins, les conditions d'une reprise restent en place. The conditions for a recovery remain in place. Une grave erreur, une faute impardonnable, c'est dans ces termes que le chancelier allemand Olaf Scholz a qualifié l'alliance de circonstances entre la droite allemande et l'extrême droite pour faire passer un texte anti-immigration. Un séisme dans la classe politique allemande 23 jours seulement avant les législatives anticipées. Les détails avec Safouane Ben Sabri.
La droite allemande a-t-elle franchi le Rubicon? C'est le cas pour Olaf Scholz qui accuse celle-ci d'avoir fait l'impardonnable, à savoir faire alliance avec l'extrême droite allemande. La droite conservatrice a fait passer un texte anti-immigration. Pour ce faire, elle a accepté le soutien de l'AfD. C'est la première fois qu'un parti du gouvernement franchit le pas. Vous acceptez le soutien de l'AfD pour ses propositions illégales. Vous soutenez ceux qui combattent notre démocratie, qui méprisent notre Europe unie, qui empoisonnent le climat de notre pays depuis des années. C'est une grave erreur. C'est une faute impardonnable. Une erreur qui pourrait avoir des répercussions sur toute l'Europe, étant donné le poids de l'Allemagne au sein du continent. Cette alliance de circonstances entre la droite chrétienne démocrate et l'AfD est inédite dans l'histoire allemande, et ce depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans un pays où la montée des extrêmes et leur présence dans le champ politique allemand est un tabou depuis 80 ans, le cordon sanitaire est-il franchi? Ce concept est présent dans plusieurs pays européens. En France, le cordon est tombé lors des dernières législatives. Dans le cas allemand, l'idée porte le nom de Brandmauer qui signifie pare-feu. Le concept a été érigé en doctrine par le parti de Friedrich Merz, le même qui vient de faire alliance avec l'AfD. Les chrétiens démocrates avaient fait la promesse de ne travailler ni avec l'extrême droite, ni avec l'extrême gauche. Une époque désormais révolue. En Grande-Bretagne, des manifestants ont bloqué la route devant un tribunal londonien lors d'une manifestation Just Stop Oil, en soutien à 16 militants pour le climat qui ont fait appel de peine de prison pour des manifestations très médiatisées. Nous nous trouvons aujourd'hui devant la Cour royale de justice parce qu'une audience en appel est prévue aujourd'hui et demain pour 16 défenseurs du climat qui ont tous été condamnés pour avoir participé à des manifestations non violentes contre le changement climatique. Ils ont tous été condamnés à des peines d'emprisonnement extrêmement longues, allant de 2 à 5 ans. Et nous sommes ici non seulement pour défendre leurs droits, mais aussi pour protester contre les lois punitives qui ont été adoptées récemment dans ce pays qui font qu'il est très difficile pour quiconque de manifester pacifiquement d'une manière que tout pays démocratique devrait autoriser. Il est clair que nous voyons l'impact du changement climatique et pourtant notre gouvernement ne fait absolument rien pour y remédier. Alors quand les gens disent « Vous savez pourquoi vous ne pouvez pas utiliser les mécanismes de la démocratie? Pourquoi faut-il manifester dans les rues? Parce que rien d'autre n'a fonctionné. Écrire ses courriels à son député ne fonctionne pas, signer des pétitions ne fonctionne pas. Les gens ont donc été contraints d'agir dans la rue pour essayer d'attirer l'attention sur quelque chose que les gouvernements, dont c'est la responsabilité, ont tout simplement choisi d'ignorer. Sanctions olympiques contre la Russie. Le président de l'Union cycliste internationale, David Lapartien, candidat à la succession du Comité international olympique, estime que la Russie n'a pas vocation à être indéfiniment suspendue par le Comité international olympique, ajoutant qu'il est, je cite toujours, un peu prématuré pour prendre une décision sur la réintégration du pays. En Amérique latine, le Parlement chilien a approuvé ce mercredi un projet de loi impulsé par le président de gauche Gabriel Boric visant à réformer le système de retraite privée. Le texte adopté lundi par le Sénat a été approuvé à la Chambre des députés dominée par l'opposition de droite avec 110 voix pour et 38 contre.
Les autorités japonaises ont demandé à 1,2 million d'habitants de réduire leur consommation d'eau pour éviter que des fuites d'eau usée ne viennent gêner l'opération de sauvetage d'un homme coincé depuis 3 jours dans un trou provoqué par un affaissement de la chaussée dans la banlieue nord de Tokyo. En Espagne, les utilisateurs de trottinettes électriques à Barcelone auront l'obligation de porter un casque à partir de samedi, en vertu d'une nouvelle réglementation adoptée par la municipalité qui confirme également l'interdiction de circuler sur les trottoirs avec ces appareils. Je pense que c'est bien, c'est pour prendre soin de nous tous. Cela m'est arrivé une fois lorsqu'une petite fille m'a dépassé alors que je portais un casque et que mes réflexes sont bons, mais c'est très dangereux. Pour avoir une bonne ville et une bonne atmosphère dans le pays, il faut durcir un peu les règles, il faut être un peu plus sévère. Le patron a déjà acheté tous les casques pour les enfants et les plus grands, nous sommes prêts. On termine cette édition avec ces images qui coûtent des millions. Lingots d'or, voitures de luxe, sacs Vuitton, montres Rolex, vaisselle Hermès. L'État français a vendu aux enchères plus de 300 biens saisis chez des fraudeurs en pleine disette budgétaire. Voilà, Madame, Monsieur, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al 24 News. À bientôt.